selon les rapports des départements des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies publiés en 2017. Quant au mythe décisif amoureux des arts oratoires, au-delà de la définition philosophique donnée par Albert Camus dans son essai éponyme publié en 1942 comme étant le fait de vivre une situation absurde, répétitive, dont on ne voit jamais la fin ou l'aboutissement, le mythe décisif a une histoire. C'est pour cela que nous vous invitons ce soir à embarquer dans Air Excellence pour remonter le temps jusqu'à la Grèce antique. La Grèce, avec ses dieux, ses démuses, ses nefs et ses héros condamnés comme Éodipe, Hercule ou encore Sisyphe. Oui, Sisyphe, malin et rusé qui se joua des dieux, fut condamné par les dieux de l'Olympe à rouler un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne. Cher public, figurez-vous, à chaque fois qu'il parvient au sommet de la montagne, le rocher retombait aussitôt. Ainsi sa peine, disons sa damnation, est de rouler infiniment, éternellement, sempiternellement son rocher qui est sa charge, sans espoir de le délester au moins une fois. De retour du XXIe siècle, contextualisons. Est-ce que l'Afrique des diversités, l'Afrique des épidémies, l'Afrique des conflits, l'Afrique disloquée, l'Afrique le berceau de l'humanité, au bébé toujours en retard de croissance, souffre du mythe décisif? Nous, équipe Excellence, répondons honnêtement que oui. Oui, l'Afrique souffre du mythe décisif, car elle croule et s'écroule sous le poids de son histoire. Des problèmes socio-économiques et politiques n'arrivent pas à atteindre le sommet du montagne du développement. Bien sûr, l'Afrique souffre du mythe décisif, car elle vivote et survivote, aliénée et asservie. Bien évidemment, notre Afrique souffre du mythe décisif. En témoin, après plus de 50 ans d'existence, comme État souverain et indépendant, la plupart des pays africains sont dans l'incapacité d'assurer les services sociaux de base, tels que l'éducation, la nutrition et la santé, en attestent à l'assignation à résidence sur le continent africain, les maladies curables des moyen âge, telles que le paludisme, le choléra ou encore la peste récemment à Madagascar. Mesdames et messieurs, indubitablement, l'Afrique souffre du mythe décisif, car elle a eu des visionnaires, des leaders qu'elle n'a non seulement pas écoutés, mais regardés être humiliés, torturés et même assassinés. Je pense à Thomas Sankara, je pense à Patrice Lumumba, je pense à Sylvanie Solombio. Alors, distingués membres du jury, auguste assemblée, nous, équipe Excellence, vous promettons, au-delà de l'éloquence, nous en appellerons à la science et à la pertinence, pour qu'au sortir de cette science, qu'il n'y ait plus de divergence sur le fait que l'Afrique souffre du mythe décisif. Mesdames et messieurs, vous êtes remerciés. Auguste auditoire, honorable membre du jury, très chers contradicteurs de ce soir, bonsoir. L'Afrique souffre-t-elle du mythe décisif? Telle est l'épineuse interrogation à laquelle nous sommes appelés à répondre ce soir. Auguste auditoire, très chers contradicteurs. Dans ces termes que le journaliste de Radio France Internationale, Alain Foka, aime à commencer cette émission. Alors, bien comprendre la position que nous défendons ce soir, comme pour l'histoire. Ainsi, d'emblée, accordons-nous sur un fait. L'Afrique, à l'état de physique, n'a pas toujours été obligée de porter un fardeau. En effet, nous avons connu l'Afrique des pharaons, l'Afrique des grands empires, l'Afrique des droits de l'homme avec traité de Pouka en 1936 déjà. Car il y a un mais. Ce qui ne devait pas arriver, arriva. Et durant 4 siècles, du 15e au 19e, l'Afrique positive sera malgré elle et à ses dépens le théâtre du plus grand drame qu'ait connu l'humanité. L'esclavage, l'esclavage, c'est ce qu'il s'agit de souverains notre continent, de souverains notre culture sociopolitique, et c'est une Afrique affaiblie, dépeuplée de méduse qui atteindra le sommet de la montagne en 1848. Cette Afrique n'aura même pas le temps de souffler et de se restaurer. En 1885 à Berlin, les Européens mettent en place des dispositifs juridiques et diplomatiques afin de partager les nations africaines pour reprendre la métaphore de Léopold II. On dit balkaniser, décrier de ressources naturelles
l'Afrique atteindra une nouvelle fois le sommet de la montagne dans les années 60, profitant ainsi de la chaleur du soleil des indépendants pour parler pour Amadou Kourouma. Mais, encore une fois, il n'aura fallu que 2 ans, oui, 2 ans, pour que la ferveur s'estompe, que le ciel s'assombrisse et que l'on constate avec le nez du monde que l'Afrique noire est mal partie. Avant de se demander en 1991 avec Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement? Oui, mes chers amis, et si l'Afrique refusait le développement, car après le déferlement joyeux des indépendances, c'est un vent contraire qui va souffler sur le continent, sur des partis uniques, des coups d'État militaires et des dictatures. Oh, mais trêve d'histoire, me direz-vous. Le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, l'Afrique est le nouvel Eldorado du monde. Mais l'Afrique a toujours été l'Eldorado. La question que je vous pose et qui se pose, c'est un Eldorado pour qui? L'Afrique est un Eldorado pour qui? Car aujourd'hui, sa population est la plus mal nourrie, la plus mal soignée et la moins éduquée au monde. L'Afrique est un Eldorado pour qui? Quand elle voit chaque jour des milliers de ses enfants l'Afrique traverser mer et désert pour aller se jouer à l'Olympique de l'art, ou paquer comme des bêtes dans la jungle de Calais, ou pire encore, car il y a pire, vendu comme esclave ici chez elle, on lui prie, on lui aussi de tous. L'histoire a fait un détour, mais elle est de retour. Esclavage, mythe de Sisyphe. Cependant, voyez-vous, quand la vie devient morose, il est certes bien d'écrire des proses, mais pour connaître les causes, il est primordial de marquer une pause. Car il nous faut penser à penser toutes ces plaies payantes qui gangrènent notre société. Et pour cela, il faut d'abord impérativement reconnaître que l'Afrique souffre de mythe de Sisyphe. Aujourd'hui encore, le principal défi, il est carrément substantiel, essentiellement existentiel et fondamentalement culturel. La preuve, ce soir, nous discutons de nos mots avec les mots de l'autre. Je vous remercie. Agréable auditorium, très chers co-débatteurs, bonsoir. Je m'appelle Monia Bella Inakanyambo, étudiante en licence 2 professionnelle de journalisme à l'UFR, des civilisations, religion, art et communication, CRAC. Nous ne comparons pas Sisyphe à l'Afrique ou encore l'Afrique à Sisyphe. Rectification, nous disons que l'Afrique souffre du mythe de Sisyphe. Il y a nuance. Nollywood qui fait tomber Hollywood. J'ai surtout l'impression que votre Afrique, c'est une version roman, parce que c'est surtout dans les romans que les condamnations font des heureux. Alors, très chers co-débatteurs, je conçois bien que nous soyons en train de parler de mythes, mais ce n'est pas une raison pour tenter de rendre mythique notre débat, parce qu'il est bien réel. Nous parlons d'une Afrique qui, contrairement aux autres continents, qui ont eu des hauts, puis des bas, puis des hauts, pour y rester pour de bon, notre Afrique à nous a eu des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas. Aura toujours des hauts et des bas, d'où notre débat, un peu comme un Sisyphe qui traîne sa roche en haut de la montagne, encore et toujours, et ça ne s'arrêtera, ni parce que vous le dites, encore moins parce que vous le voulez. Parce que quand nous parlons de l'Afrique et du mythe de Sisyphe, comprenez cette Afrique qui vient de vivre sa 3e guerre civile en République centrafricaine en 2013. Dans un rapport publié le 1er novembre 2014, l'ONU estime que les violences avaient fait 3000 morts entre le 5 décembre 2013 et le 14 août 2014. L'ONU estime ensuite qu'il y avait eu 415 000 déplacés et 1 300 000 personnes ayant besoin d'une aide alimentaire, soit, mesdames et messieurs, près de la moitié du pays. Quand nous parlons de l'Afrique et du mythe de Sisyphe, comprenez cette Afrique à laquelle, dans un article paru sur www.lemonde.fr le 25 février 2015, une question fut posée. L'Afrique est-elle plus sûre qu'il y a 10 ans? Une question à laquelle Amnesty International répondait en soulignant des perspectives plutôt sombres pour 2016 et les années suivantes. Quand nous parlons de l'Afrique et du mythe de Sisyphe, mesdames, messieurs, retenez cette Afrique.
de la xénophobie en Afrique du Sud, de la guerre du Biafra au Nigeria, cette Afrique des éternels conflits entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda et au Burundi. Quand nous parlons de l'Afrique et du mythe de Sisyphe, retenez surtout cette Afrique des guerres tribales, des guerres civiles, des guerres de religion, des guerres de frontières, des guerres sans fondement entre frères, des cercles vicieux, sans aucune promesse d'ouverture. Mais, mesdames et messieurs, quand nous parlons de l'Afrique et du mythe de Sisyphe, retenez surtout, gardez en tête cette Afrique, mère de 6 débatteurs africains qui doivent avoir recours à une langue étrangère pour poser un débat et pouvoir se comprendre. C'est à se demander où se trouve l'honneur pour notre Afrique. Mais en parlant d'honneur, très chers amis de l'équipe Honneur, prière de bien vouloir faire honneur à notre Afrique et parler d'elle telle qu'elle est. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, comment dire que l'Afrique ne souffre pas du mythe de Sisyphe alors qu'après les efforts fournis par Muammar Gaddafi de vouloir mettre en place une monnaie unique africaine pour tisser notre continent au sommet de la montagne a été ramené au point de départ par le système hypocrite du franc CFA, soutenu d'ailleurs par certains de nos dirigeants africains. Or, le franc CFA, cette monnaie qui nous rend incompétitifs à l'exportation de nos matières premières, qui met en péril nos économies et pille nos ressources en faveur de la France, reste aujourd'hui un instrument d'échange de 8 pays de l'UEMOA, 6 pays de la CEMAC, le Comore et la Guinée-Bissau, constituant une entrave au développement et à la souveraineté de notre Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs un éminent économiste sénégalais, ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine du développement, Sanou Baye, dit, et je cite, l'Afrique francophone est piégée par le franc CFA. Fin de citation. Chers contradicteurs, vous ne pouvez en aucun cas prouver que l'Afrique ne souffre pas du mythe décisif, car surtout, quand on sait qu'après les indépendances, elle accepte d'être sous haute surveillance des bases militaires étrangères qui remettent en cause notre indépendance, qui sèment la haine entre les Africains et surtout qui nous disent qu'ils sont sous la couverte de nos défenses. D'ailleurs, parfois on nous parle, mesdames et messieurs, que l'Afrique ne souffre pas de mythe décisif parce que l'Afrique fait des politiques sur les scènes internationales. De grâce, même si vous ne croyez pas à Général Charles de Gaulle qui avait dit la France n'a pas d'intérêt, la France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêt, croyez au moins à Emmanuel Macron qui vient de dire qu'il n'y a pas de la politique africaine de la France à Ouagadougou il y a cela quelques jours. Pourtant, il y avait de la politique française de l'Afrique. Mesdames et messieurs, pour un partenariat gagnant-gagnant, il faut d'abord et impérativement une politique réciproque. Tantôt, ma chère contradictrice Fadi Wallisek vient de nous parler que l'Afrique a une jeunesse qui peut relever les défis. Mesdames et messieurs, nous sommes plus que convaincus et on ne s'en disconvient pas que l'Afrique a une jeunesse et cette jeunesse peut relever les défis. Et d'ailleurs, le président de mon pays, le Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, lors du 17e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Malabo, avec leur m'a dit, et je cite, la vraie richesse de l'Afrique n'est ni les matières premières, ni l'aide extérieure, quel que soit le montant ou la forme, mais sa jeunesse, cette jeunesse dynamique et laborieuse, créative, peut lui permettre de relever tous les défis liés à notre continent. Cette jeunesse ayant même de construire l'Afrique nouvelle, décomplexée, forte que nous appelons de tout. Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est le mal que vous convenez avec moi que l'Afrique souffre du mythe décisif à tel point que cette jeunesse est aujourd'hui vendue sous forme esclave dans une partie de l'Afrique, dont la Libye, sous le regard impuissant de tous les dirigeants africains. Quel échec collectif et d'une vie de responsabilité totale. Je vous remercie. Nos chers co-débatteurs parlent d'Hollywood, de Nollywood plutôt. Ils ont oublié d'énoncer Biscuit, Davidos, Kellywood, tout ça. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Ce qui fait le plus vibrer les gens, ce n'est pas le travail, c'est le divertissement. Et mon cher ami Rafa, M. Ndiaye, nous parlait de la participation de l'Afrique à des compétitions internationales. Mais
Il y a des gens qui disent que l'essentiel c'est de participer. Ça c'est une phrase de loser, je suis désolé. Ce sont les perdants qui disent l'essentiel c'est de participer. Si nous voulons gagner, si nous voulons nous développer, il faudrait avoir des aspirations beaucoup plus soutenues que ça. Alors, la croissance, on en parle beaucoup ces temps-ci en Afrique. Et le président Abdoulaye Wade disait avec raison que la croissance ne se mange pas. Elle ne se mange pas parce que ce ne sont que des chiffres. Or, il faut faire extrêmement attention avec les données macroéconomiques car elles recèlent des réalités d'inégalité sociale que l'on voit surtout en Afrique. Dans cette salle, je prends un exemple, s'il y a 1000 personnes dans cette salle, il suffit que les 4 jurés aient 1 milliard par an, et je vous le souhaite, pour que l'on dise que tout le monde a 4 milliards à la fin de l'année. À 4 millions à la fin de l'année. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On nous parle de cette croissance, de cette économie de rente qui n'arrive pas à apporter de la valeur ajoutée à ses produits, qui exporte des matières brutes, comme le cas du cacao de la Côte d'Ivoire, de la bauxite au niveau de la Guinée. Cette croissance, elle n'est pas inclusive. Et la croissance, avant de parler de croissance, il faut parler de finance. Et Madame Seck nous a parlé avec beaucoup de grâce, de finesse et peu de délicatesse du fait que l'Afrique ne tend plus la main. Mais qui finance la croissance en Afrique? Qui finance notre développement? Ce sont les bailleurs de fonds internationaux, notamment les FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale. La croissance en tant que telle en Afrique est un élément illustratif du fait que l'Afrique souffre du mythe de Sisyphe. Parce qu'après les indépendances, l'Afrique avait besoin de financement pour diversifier son économie. Et c'est donc endetté lourdement au niveau de ces mêmes institutions et du marché financier qui prêtaient en taux flottant. C'est-à-dire qui changeait par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Après la crise de 1972, la crise pétrolière, cette dette s'est alourdie. Et les pays africains ne pouvaient plus payer. Tout le discours de Thomas Sankara. Ils ne pouvaient plus payer parce que la dette était insoutenable. On les a donc imposé les PAS, les programmes d'ajustement structurel, dont les conséquences néfastes se ressentent aujourd'hui au niveau de l'éducation, de la santé et des services sociaux de base. Après cela, puisque l'Afrique ne pouvait plus payer, il y a eu l'allègement de la dette. Mais nous n'avons pas appris de ces erreurs. Mythe décisif encore, nous nous sommes endettés. Et récemment, il y a eu un rapport des experts de la Banque mondiale après Africa Pulse qui estimait que la dette de certains pays africains a évolué de 300% dans les 6 dernières années. C'est le cas du Cameroun. Mais est-ce que le Cameroun s'est développé pour autant? Non, parce que ces fonds qui sont empruntés à l'extérieur avec des taux d'intérêt élevés ne sont pas investis dans des secteurs productifs, mais nourrissent plutôt la corruption. Aujourd'hui, on vous parle là de l'avancée de la démocratie en Afrique, des droits de l'homme. Mais nous voyons tous un peu partout en Afrique la constatation des tripatouillages de la Constitution, des trucages des élections, laissant ainsi la nation dans une totale désillusion et une profonde désolation. Nous parlons de régimes qui changent. Ce qui s'est passé récemment au Zimbabwe illustre parfaitement que l'Afrique, sur ce domaine, n'avance pas. On a destitué le dernier président élu, investi plutôt en Afrique, a accédé au pouvoir par un coup d'État. Nous sommes le seul continent qui a recours au coup d'État pour avoir le pouvoir. Nous parlons aujourd'hui de plan de développement. Le Sénégal a adopté le PSE, plan Sénégal émergent, qui est le principal référentiel de politique économique et sociale d'ici à 2035. Mais si nous pensons réellement que pour attirer 2 millions de touristes au Sénégal, il nous suffit d'avoir le soleil, la nature et des animaux, je pense que nous nous trompons lourdement. Je vais juste terminer par cette citation de François Pérou. Vous avez parlé de développement. Il disait que le développement, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rende apte à faire accroître de manière accumulative et de manière durable ce produit réel global. Or, c'est là où le bas blesse. Les changements mentaux et sociaux. Ceux qui partent, ceux qui émigrent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi. Le changement mental, le professeur Cheikh Anta Diop nous l'a déjà prouvé dans la Nation et Culture en disant que
nous avons inoculé un poison culturel. Et ce poison culturel, inoculé savamment, dès la plus tendre enfance, se manifeste dans tous nos jugements. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie. L'Afrique ne tend plus la main vers l'Occident. Parlez-vous de cette même Afrique dont l'Union africaine, ou plus précisément le président en exercice, M. Alpha Condé, lorsqu'il y a eu ce drame en Libye, a tourné sa tête vers la France? La Libye, c'est un milieu de ceci, de cela, du chaos et tout ça, je vous l'accorde, mais c'est surtout un milieu africain. Alors, vous savez, en Afrique, nous avons deux types d'Africains. D'un côté, il y a nous, l'équipe excellence, décisive, qui savons que nous avons été condamnés, qui admettons d'avoir été condamnés et qui prions et supplions les dieux pour bien vouloir nous exempter de cette condamnation. Et puis d'un autre côté, nous avons nos co-débatteurs, décisifs, qui savent qu'ils ont été condamnés, qui refusent d'admettre qu'ils ont été condamnés, mais qui traînent quand même la roche jusqu'en haut de la montagne pour la regarder se balancer jusqu'en bas, encore et toujours. Dans cette Afrique, à l'économie malade, à la politique boitante, à la sécurité précaire et à l'histoire éternellement regrettable. Oui, chers tous, l'Afrique souffre, mais heureusement pour vous, mon équipe et moi ce soir, nous avons osé mettre un mot sur ce mal qui ronge l'Afrique, ce mal qui gangrène l'Afrique, ce mal qui grignote l'Afrique. Il s'agit du mythe de Sisyphe. Parce que peut-être bien que oui, l'Afrique porte en elle des gènes de richesse. Peut-être bien que l'Afrique a des Africains intelligents, intègres, et peut-être aussi que l'Afrique a des hommes, a des femmes qui s'assoient aujourd'hui autour d'une même table pour négocier et tenter de trouver des accords. Accords qui sont par la suite scandaleusement violés par ces mêmes leaders. Comme l'a si bien dit le président, enfin son Excellence, le président Idriss Déby, tchadien, je cite, « Nous, présidents africains, nous nous rencontrons souvent, parlons toujours trop, écrivons beaucoup, mais n'agissons pas assez, parfois pas du tout. » Fin de citation. Alors, tous ces jeunes prometteurs ne sont encore qu'à un stade embryonnaire. Et je vous jure, je vous garantis que nous sommes loin, mais extrêmement loin du jour où ce gène se développera. Parce que ce n'est plus un secret pour personne. Je le sais, vous le savez, nous savons tous très bien que le problème de notre Afrique, eh bien, c'est l'Africain. C'est cet Africain qui semble avoir compris comment maîtriser la situation, comment redresser la situation. Il tient de beaux discours, son charisme, sa détermination, et puis le chemin qu'il a parcouru semble être des éléments qui, sans nul doute, font de lui le candidat parfait. Il a été jeune, ce candidat. Il a eu des rêves, ce candidat. Il a voulu apporter le changement. Il a voulu être le changement. Et puis il a eu le pouvoir. Le pouvoir lui est monté à la tête. Il en a oublié son devoir. Et désormais, son devoir ne rimera qu'avec corruption, détournement, injustice, pouvoir à vie. Aucune rime, me direz-vous? Eh bien justement, parce qu'il a tout fait, absolument tout, sauf ce qu'il devait faire. Mais voilà, mesdames et messieurs, le seul type de leader auquel l'Afrique semble avoir droit aujourd'hui. Mais comme disait Montesquieu, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Alors c'est malheureusement, mais très certainement, le seul type de leader que mérite l'Afrique. De Robert Mugabe, enfin, pour lui c'est mort, de Faure Gnassingbe, de Paul Biya, de Uhuru Kenyatta, de Yoweri Museveni, de Pierre Nkurunziza, et toute une longue série de présidents africains qui s'attachent, s'agrippent, se fixent, s'accrochent, se suspendent et bondent au pouvoir, croyant être les seuls à avoir un ventre trop souvent creux. 435 euros, mesdames et messieurs. C'est tout ce que vaut un homme noir africain aujourd'hui, selon certains. Et ce serait vraiment se voiler la face que de croire qu'il ne s'agit que de la Libye.
Cette même Libye pour laquelle Muammar Kadhafi avait donné sa vie pour ensuite voir son rêve partir en fumée. Mais c'est dans des moments pareils, tristes et sombres, où nous tous Africains devrions s'ériger en un seul homme, en un seul mur solide. C'est dans des moments pareils, désolants et désespérés, où nos leaders devraient délier leur langue pour empêcher que l'impensable se reproduise. Mais non, il n'en sera rien, encore une fois, parce que pour quelques malheureux euros et un peu de pouvoir, chacun a vendu son âme. Et si telle n'est pas une condamnation, je vous remercie.